pas si longtemps que ça, il était de coutume de dire dans le secteur spatial que la France était un pays où il n'y avait pas de New Space et que c'était bien dommage parce que le New Space était un peu la solution à tous les manquements des acteurs traditionnels. Bon, cette époque est heureusement dépassée, c'est fini. Puisque maintenant, non seulement il y a du New Space en France, mais il y a même un New Space à la française, ce qui n'est pas innocent. Il n'y a pas si longtemps que ça, à Toulouse, j'ai croisé des acteurs du New Space étrangers qui disaient « on vient à Toulouse parce que c'est ici qu'il y a des ingénieurs de qualité ». Donc, nous n'avons pas à rougir face au reste du monde. Après la crise du Covid, est-ce que le monde d'après va être un tremplin pour aller encore plus loin avec ce New Space? C'est ce que nous allons essayer de définir avec nos 5 invités, 4 sur le plateau et 1 en visioconférence. Donc, je suis Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium, et j'ai l'honneur de recevoir, donc, alors, vous n'êtes pas dans l'ordre prévu, donc Nicolas Capet, président d'Anywaves. Bonjour à tous. Voilà. David Henry, cofondateur et directeur général d'Exotrail. Bonjour à tous. Jonathan Gallic, cofondateur et directeur technique d'Unseen Labs. Bonjour, bonjour. Olivier Pieps, cofondateur et président de Prométhée. Bonjour. Et avec nous en visioconférence, Antoine de Chassy, cofondateur et co-PDG de Loft Orbital. Et bonjour à tous en visio. Bien. Donc, tout d'abord, bon, moi j'ai la chance de vous connaître, ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Donc, on va faire un rapide tour de table où vous allez chacun me présenter vos activités, enfin nous présenter vos activités et votre actualité assez rapidement. Et je donne la parole d'abord à Jonathan Galli, puisque c'est lui qui a l'activité la plus brûlante. Alors oui, donc nous, Unseen Labs, on est opérateur de nanosatellites. Donc on est producteur de data, de surveillance maritime. Donc on repère les navires à la mer qui cherchent à se cacher, donc avec leurs ondes électromagnétiques. Donc on a opéré pendant 1 an un satellite et depuis hier soir, on en a 2 nouveaux qui sont en orbite, frais et dispo et prêts à livrer de la data à nos clients. Donc voilà, on peut dire qu'on est le premier opérateur vraiment privé français sur ce domaine-là. Et on a une belle équipe New Space français, en effet, pour réussir à faire ça. Donc on est plutôt content. Et rapidement, vos projets au-delà? Au-delà, donc on parle d'une constellation, alors pas une constellation à la Elon Musk, mais une constellation tout de même de quelques dizaines de satellites. Voilà, donc ça viendra petit à petit, mais sûrement. Et ce qui ne nous empêche pas de livrer nos clients dès maintenant. En fait, on parle de New Space aussi, on peut parler de business. On n'a pas besoin d'avoir 100 millions d'euros et 100 satellites avant de produire de la valeur pour nos clients et pour nous-mêmes. Donc dès le premier satellite, en fait, les clients étaient là et le business était là. Et ce qui est aussi important, au-delà du spatial, nous sommes tous des entreprises privées avec des objectifs de rentabilité. Et c'est aussi le New Space. Et voilà, c'est business aussi, techno et business. Eh bien, je vais prendre le relais. Donc, Nicolas Capet, moi je suis donc fondateur d'Anywaves. Et Anywaves, nous, notre métier, c'est de concevoir, développer et fabriquer des antennes pour les satellites et en particulier pour les constellations de satellites en proposant des produits qui soient vraiment très adaptés à ce marché, à savoir de performance de qualité avec des fortes capacités de production et surtout des délais courts dans la capacité de pouvoir proposer ces produits à nos clients. Alors les antennes, c'est quelque chose qui est on est dans le hardware, c'est quelque chose qui est difficile à palper, mais c'est extrêmement utile pour tout un tas d'applications, que ce soit des télécommunications, de la navigation, des charges utiles d'observation, etc., etc. Dès lors qu'on utilise télémesures. Des télémesures, évidemment, télécommande, télémétrie, récupération des données qui viennent de la payload, puisque ces données qui sont générées en orbite, faut bien les rapatrier sur Terre. Donc on est amené, nous, vraiment à développer un portefeuille de produits antennes.
Et d'ailleurs, donc là, on vient de qualifier 2 nouvelles antennes de navigation, dont une qui est assez unique puisqu'elle couvre toutes les bandes de fréquences de toutes les constellations de satellites, avec un facteur de forme qui rentre sur des nanosatellites. Donc produit assez unique qu'on a développé dans le cadre d'un contrat avec l'ESA. Et maintenant, on commence à développer des filières d'antennes plutôt orientées pour les charges utiles, donc des antennes beaucoup plus complexes et souvent déployables d'ailleurs, pour pouvoir répondre à tous les besoins et pouvoir permettre les nouveaux services, les nouvelles données de demain dans notre domaine. J'avais oublié, actualité brûlante aussi pour Exotrail. C'est vrai, alors un peu moins brûlante que Jonathan, mais donc nous Exotrail, on développe des solutions de mobilité pour les satellites, et donc de mobilité pour l'agilité en orbite. Donc nous, notre travail, c'est d'être capable de faire bouger ces satellites dans l'espace pour être capable d'améliorer la façon dont ils sont déployés en orbite. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est leur permettre d'optimiser leur performance, que ce soit en termes de couverture, bilan de liaison, résolution, durée de vie, etc. Et puis la troisième mission, c'est d'être capable d'éviter la pollution spatiale, donc en permettant à ces satellites d'éviter les collisions et de se désorbiter en fin de mission. Et donc pour faire ça, on développe 3 familles de produits, un ensemble de logiciels de simulation et d'opération spatiale. Donc c'est un environnement de simulation dans lequel on simule des satellites, des orbites, des manœuvres, et sur lequel on va greffer des modules qui répondent à des besoins clients, de l'optimisation de constellations jusqu'à l'opération de propulseurs. La deuxième famille, c'est qu'on développe des propulseurs électriques flexibles et à forte poussée pour les petits satellites, donc d'une dizaine à quelques centaines de kilogrammes, pour leur permettre de faire ces manœuvres grâce à un système embarqué. Et puis, la troisième famille de produits, c'est des véhicules de transfert orbitaux. On va, au lieu de mettre le propulseur dans le satellite, le mettre en dehors. Et ce propulseur, on va lui ajouter de la puissance et du contrôle d'attitude. Ça va devenir un satellite. Et on l'appelle le Space Van. Et il va être capable de déplacer des nanos et des microsatellites en orbite. Et donc effectivement, on avait livré notre premier démonstrateur fin 2019, qui devait être lancé dans l'espace fin 2019. Il a été lancé 1 an plus tard, donc en novembre 2020, il y a 1 semaine et demie. Donc voilà, on attend avec impatience les premiers résultats de ce démonstrateur. Et puis sinon, en termes d'actualité, on a pu signer beaucoup de contrats cette année avec notamment l'ESA, Clyde Space, Eutelsat, le CNES, etc. Et puis on a également... Le CNES qui soutient le projet Space Van. Alors on a signé pas mal de contrats avec le CNES, et effectivement il y en a un, c'est un contrat de développement sur le Space Van, tout à fait. En fait on a signé des contrats avec le CNES sur tous nos produits. Donc voilà, le CNES est un fort soutien d'Exotrail. Et puis on a levé 11 millions d'euros en juillet, donc il y a 4 mois, pour être capable de qualifier l'ensemble de nos produits et puis étendre notre équipe commerciale. Voilà en quelques minutes. D'accord. Je vais garder Prométhée pour la fin. Antoine de Chassis, pour nous parler de Loft Orbital. Oui, merci Stéphane. Je suis ravi j'aurais aimé être en plateau avec vous, mais je suis ravi d'être aux côtés des superbes entreprises qui sont présentes. Et si je peux partager un bref regard depuis la Silicon Valley, où Loft a été créé il y a 3 ans et demi, qui est beaucoup trop idolâtré, et je parle de la Silicon Valley à mes yeux, c'est que pas un d'entre nous n'a de complexe à avoir comparé aux startups américaines du spatial. La qualité des équipes et de l'innovation technologique, et puis l'intérêt des solutions est au niveau des meilleurs de ce que je connais aux US. Voilà un peu en intro pour reprendre votre thème. Et puis, pour reprendre votre question, Stéphane, moi je pense qu'il est temps de tuer ce concept de New Space. Alors c'est un peu iconoclaste peut-être, mais je crois que c'est surtout une campagne marketing efficace venue des US et qui a tendance à opposer jeunes et vieux, expérience et nouveautés, innovation, des technos, et qui est allègrement reprise en cœur par tout le monde. Mais je pense que rien n'est plus faux, ça serait un thème pour une autre table ronde. Mais j'aime bien en revanche parler du New Space Industry, c'est-à-dire que c'est une nouvelle façon de faire du spatial qui associe des acteurs comme Loft, et nous tous autour de la table, et des acteurs établis depuis beaucoup plus longtemps et sans lesquels on aurait tous beaucoup de mal à exister. Bref, voilà. Donc ça, j'aimerais qu'éventuellement on puisse en parler tous. Pour parler de Loft, nous fournissons un service d'infrastructure spatiale en orbite basse. Nous achetons des satellites dans la catégorie des 100 à 300 kg
et que nous opérons pour le compte des clients. Ces clients vont depuis des agences spatiales. Nous avons déjà 2 agences spatiales comme clients, Emirati et puis l'agence spatiale canadienne, aux entreprises telles que mes voisins de table et qui souhaitent faire voler des charges utiles, souhaitent faire voler des missions sans avoir la charge de la gestion logistique de la mission complète, mais en gardant le contrôle absolu de leur mission et de la collecte des données. La meilleure analogie, ça serait celle du cloud, avec un service d'infrastructure acheté en fonction des besoins de calcul et pour faire tourner des applis. Donc, c'est un peu notre ambition de devenir l'Amazon Web Service de l'espace, sans les promos du Black Friday, bien sûr. Voilà. Dommage. Voilà. Merci. Et donc, j'allais dire, Prométhée, vous êtes le petit dernier, mais vu le niveau d'ambition, je pense que petit ne va pas. Donc... Oui, bonjour à tous. Oui, Prométhée, on est une très jeune société. On vient de terminer en septembre une levée de fonds de l'ordre de 2,2 millions, donc petit par rapport au succès d'Exotrail. Je crois que c'est un honneur d'être parmi vous, êtes des exemples pour nous. J'espère que les masques n'empêcheront pas la contagion de succès aujourd'hui. Alors très rapidement, peut-être 3 idées directrices un peu à la genèse du projet Prométhée. C'est un objectif de démocratiser l'observation de la Terre. Le deuxième, c'est cette appétence croissante des pays émergents pour une souveraineté spatiale. Et puis le troisième, c'est on parle de cette filière, alors New Space, j'entends l'actualité maintenant, on parle du nouveau New Space, mais je resterai sur New Space, sinon ça fait un peu long, qui regroupe vraiment des expertises extraordinaires qu'en effet les Américains n'ont pas à nous envier. Et le but, c'est vraiment arriver et garantir cette compétitivité à l'export. Ça, ce sont les 3 idées directrices. Alors Prométhée se positionne en fait comme un opérateur de service, service en intelligence environnementale, donc c'est tout ce qui est développement durable, et environnement stratégique, ce qui est défense et sécurité. Alors, je vais donner 1 ou 2 exemples. Ça va de vraiment gérer des relations conflictuelles entre des éleveurs transhumants et des agriculteurs au Sénégal. On doit gérer, il y a tout ce qui est, ça peut aller jusqu'à les problématiques d'érosion sur les côtes par rapport donc à l'extraction du sable, etc., etc. Après Paris et les accords de Paris, on voit que le nombre d'applications est vraiment en croissance exponentielle. Et puis pour la défense, c'est toute la protection du territoire, avec des territoires difficiles, Sahel, ou la pêche illégale, la piraterie dans le golfe de Guinée, tout ce qui est la gestion de crise, catastrophes naturelles, surveillance de sites critiques. Bon, je m'arrête là, mais là aussi, il y a ces 2 mondes qu'on veut approcher. Alors, le deuxième élément, la deuxième notion, c'est le end-to-end qui est original, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller... On s'occupe d'une constellation d'une 20aine de satellites avec des hauts taux de résolution et, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de satellites, une revisite qui n'existe pas jusqu'ici, qu'on obtient avec les constellations, mais associer tout ce qui est plateforme digitale, donc c'est traitement des données brutes pour aller jusqu'au service, avec l'importance d'arriver jusqu'au service en local, donc être très très près du client. Et c'est vraiment ça le côté end-to-end, je ne sais pas moi, un Planète, lui, c'est ses satellites et il vend des images. Alors ça amène à la notion de souveraineté, parce que si vous avez votre plateforme digitale, que vous avez les gens formés chez vous, vous avez vos satellites, vous avez cette souveraineté digitale. La notion suivante, c'est l'agrégation, puisque cette plateforme va aller chercher, on veut qu'elle soit ouverte. Donc ouverte, c'est-à-dire qu'on va aller chercher évidemment toutes les données type Copernicus, pour, je dirais, les informations d'un ordre général, et puis pour les informations qui doivent être très précises, et temporel, on a besoin de cette autre visite, on utilisera la constellation, on ira chercher les données in situ sur le terrain, des températures, des experts locaux qui vont amener ces informations nécessaires, travailler avec d'autres types de capteurs aussi qui viennent d'autres constellations, et le but c'est d'agréger tout ça, avoir une fusion de données pour qu'in fine, tout au bout, l'utilisateur, il a sa solution, il a son service. Il ne sait pas d'où ça vient, c'est vraiment ça l'objectif. Alors pour terminer, le marché visé, pour nous c'est très important dans ce nouveau New Space, des liens forts entre privé et public pour arriver in fine à être bien placé dans le marché privé, international. Mais ce sont vraiment ces pays émergents, ces petits pays qui ont cette appétence pour le spatial, mais qui ont des moyens inférieurs à 50 millions de dollars par an. Et on est capable d'aller leur amener ces solutions.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et parce qu'aujourd'hui, les relations entre la France et ces pays sont excellentes. Il y a des accords qui sont signés, ça se termine souvent par des satellites chinois parce ils n'ont pas les moyens d'acheter nos grands satellites. Et nous, on veut un peu remplacer ces satellites chinois et peut-être servir de marchepied pour des programmes plus importants avec les satellitiers français. Et pour terminer, mais je m'arrête là, sur l'écosystème, cet écosystème, on a entre 60 et 80% de PME où il y a l'innovation, mais l'idée, c'est de travailler aussi avec les grands, c'est l'expérience et la force de frappe, et c'est d'arriver ensemble avec des projets de type plateforme à cet export pour être compétitif, avancer, garantir l'emploi et l'innovation. Voilà, ça c'est un peu la vision de Prométhée. Bien, alors le thème de la table ronde, c'est le monde d'après. Mais en fait, je réalise en vous voyant tous que le monde d'avant, vous n'étiez pas vraiment là. Vous êtes tous beaucoup trop jeunes. Donc, est-ce que la crise offre pour vous des perspectives de marché différentes? Est-ce que ça ne change rien? Est-ce que ça a affecté vos activités parce que finalement, à part AnyWaves, vous êtes tous dans la phase encore de démarrage et de montée en puissance. Est-ce que cette crise donc a affecté votre vie de tous les jours en tant que je pense que la vie de tous les jours, oui. Bon, comme tout le monde déjà, que je connais beaucoup mieux mon appart qu'avant. Mais sinon, à part ça, je pense à changer des choses comme toutes les boîtes dans le monde en termes de logique de travail. Ou pour une start-up, l'un des éléments, alors moi je rejoins Antoine, je ne suis pas un grand fan du terme New Space, mais il y a un des éléments caractéristiques de l'approche, c'est que moi dans un de mes bureaux, j'ai 6 compétences système différentes. Des thermiciens, des mécaniciens, des électroniciens, etc. Et en fait, le fait que tout le monde travaille ensemble fait qu'il y a un transfert d'informations très rapide et une communication interne structurelle pour être capable d'avancer vite. Parce qu'on se parle avec des mots et on se parle pas avec de la documentation croisée. Et donc le fait de pousser vers le télétravail a dû revoir un peu certaines logiques en termes de communication interne dans nos sociétés. Donc ça, c'est un point un peu comme, je pense, qui n'est pas forcément lié uniquement au spatial, à part qu'on réalise tous des systèmes complexes. Et donc cette communication est d'autant plus clé. En termes d'activité, pour le coup, le spatial, je pense, passe à travers cette crise mieux que d'autres secteurs industriels. Donc ça, je pense qu'on en est tous conscients. Et notamment, parce que l'industrie a est un peu contracyclique en termes de ces crises-là. Donc en termes d'activité commerciale, nous, on ne constate pas aujourd'hui un fort écart, voire même certaines activités. Je pense à l'opération cloud des satellites, typiquement, qui est un sujet qu'on adresse avec nos produits. Au contraire, prend plutôt de l'ampleur. Donc voilà, je pense que c'est quelques mots là. Je ne sais pas si c'est partagé. Mais... Quelqu'un veut rebondir? Oui, Nicolas. Au niveau marché, non mais clairement, alors, déjà je vais commencer par dire que le terme New Space, Unseen Labs, on n'est pas fan non plus forcément du terme. Ça, je pense voilà. Ça c'est voilà, bon. On en joue un petit peu au niveau marketing, hein, voilà, c'est un peu obligatoire, mais la réalité est autre. Si je rebondis sur les façons de travailler, quand même le spatial, on va dire moderne, je ne vais pas dire New Space, mais c'est aussi l'opération de software, on en a tous parlé un petit peu aussi, très évolué. Donc le satellite, à la fin, les satellites sont dans l'espace, qu'on soit au bureau ou à la maison, je pense qu'on peut se débrouiller. C'est à peu près. Au niveau, donc, ok, ça change les façons de travailler un petit peu, mais à la fin, tout se passe bien parce que nos systèmes sont designés pour être opérés à distance. Donc, voilà. Au niveau du marché, je serais de l'avis de David, c'est au niveau ouverture, nous on fait de la surveillance maritime, c'est notre marché de cœur. Clairement, les activités légales, les volumes de transfert en mer ont augmenté pendant la crise. Une crise à l'échelle de la planète, on revient aux fondamentaux, hein, qui sont les ressources souveraines, les zones étatiques, les pêches, le transport de marchandises. Donc oui, clairement, le marché Unseen Labs n'a pas changé et au contraire s'ouvre. C'est vraiment une ouverture de marché. Donc on a la chance d'être dans un secteur, je pense, qui a les moyens de rester très porteur malgré la crise. Et moi, j'irais même au-delà, parce que je pense que ça va même nous renforcer cette crise,
parce qu'on est vraiment dans une période, et là on le voit avec la crise sanitaire, alors que ce soit déjà la gestion de la crise sanitaire, la gestion des catastrophes, l'augmentation des activités illégales, du coup dès qu'il y a une faiblesse en général, certains prospèrent dans leurs activités, et en fait on se rend compte que ce sont des enjeux qui sont absolument mondiaux, qui sont planétaires, et pour résoudre ces grands enjeux, ces grands challenges pour l'humanité, il y a l'outil spatial est l'outil adapté, qui est capable d'avoir un regard transfrontalier sur l'ensemble de la planète pour apporter des solutions globales. Et alors même si moi en effet pareil, je constate que le marché spatial il ralentit absolument pas. Évidemment il y a eu quelques retards, des fermetures, mais c'est très mineur. Le train est en marche et moi je demeure convaincu que le spatial est la solution de demain pour les enjeux de la planète. On le voit même au niveau souverain, toutes les Space Force dans le monde qui sont en train de se créer, la dernière au UK, c'est vraiment une vague de fond, et moi je suis convaincu que demain, le spatial va nous apporter les solutions pour nos grands enjeux au niveau planétaire, sur tous les sujets dont on a parlé jusqu'à présent. Je vais peut-être rebondir là-dessus. D'abord, pour notre petite histoire, en fait, on était en début de levée de fonds quand le Covid est arrivé. Donc la première réflexion, c'est bon, on va arrêter, on va faire autre chose. Et puis on était fortement surpris qu'à la sortie ou pendant ce Covid, il y a eu l'esprit pionnier, donc les investisseurs, des projets qui ont du sens, projets pionniers. J'ai vu que les investisseurs, il y avait de l'argent et que c'était important pour eux. Il y avait une recherche de sens. Ça a été une surprise, mais ça a été comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Je rebondis sur tes propos. Moi, je pense que quand on voit à Wuhan un pangolin qui se fait manger et que les Champs-Élysées qui sont vidés, cette notion d'interdépendance, tout le monde la comprend. Et dès qu'on parle d'interdépendance, on parle du global vers le local, de co-responsabilité. Et donc, je reviens sur ces accords de Paris, les objectifs de développement durable, c'est devenu beaucoup plus concret. Je pense que le public, la population a pris conscience beaucoup, mais dans la vie, ils ont vu leur vie être gâchée par ces problèmes soi-disant locaux qui sont devenus globaux. Et donc, je répète, l'espace, c'est un des seuls outils qui permet de donner cette vision globale pour avoir un impact local. Et je crois qu'on va avoir un soutien de la population, donc des politiques pour les politiques spatiales. Voilà. Alors, Loft Orbital, Antoine, vous qui avez une perception, on va dire, intercontinentale de ces aspects, est-ce que vous allez dans le sens des franco-français ou est-ce que vous avez une vision un peu différente ? Je vais dans le sens de tout ce qui a été dit, parce qu'il n'y en a pas un qui soit franco-français dans cette approche. Pour moi, cette crise, ça entraîne une accélération brutale des tendances déjà engagées. Je pense que le changement de paradigme dont vous parliez, Stéphane, a eu lieu bien avant, il y a 4 ou 5 ans. Et c'est le moment où les acteurs et les méthodes de la tech ont commencé à envahir le spatial. Et que la crise du Covid n'a été qu'un accélérateur finalement des organisations distribuées. Donc pour nous, Loft, ça n'a pratiquement rien changé. On travaillait avant, pendant la crise, comme on travaillait depuis le début de la fondation de la boîte. Aussi parce que la valeur essentielle de notre société, c'est les services et c'est les technologiciels. Le pilotage des missions, des charges utiles des clients, des méthodes d'optimisation interne, des plateformes numériques, tout ça, c'est du logiciel. Et les équipes intégrées dont a parlé David, nous, on le vit tous les jours, ça s'organise très bien du moment qu'on a un système d'information qui est en place. Et ça, c'est ce qu'on avait fait déjà depuis pas mal de temps. Et Loft essaie de réussir le mix entre les talents de la tech et du spatial. Et très peu de nos ingénieurs, je pense que c'est la même chose pour tous mes camarades autour de la table, mais très peu de nos ingénieurs, et c'est un euphémisme, iraient travailler chez un acteur traditionnel du spatial. Alors évidemment, les tâches d'assemblage, d'intégration et tout ce qui tourne autour du hardware, c'est rendu plus compliqué. Mais je vais plutôt dans le sens de ce qui a été dit, une accélération. Et quant au marché visé, après un ralentissement à l'export, parce qu'on ne peut pas aller voir les gens, mais je suis convaincu que nos modèles de service, dont on a parlé, et de leasing vont rencontrer encore plus de succès qu'avant. Les nations émergentes qui ont besoin de spatial et qui n'ont pas plus que 50 millions ou voire moins de budget vont être très contents qu'on puisse déplacer les besoins en CAPEX, qu'on étale les paiements, qu'on redistribue le risque et qu'on accélère l'accès à l'orbite, qu'on le simplifie.
Et ça a été accéléré avec la crise sanitaire. Je pense qu'on est tous autour de la table bien placés pour pouvoir accéder à ces marchés dans le cadre de ces changements. Donc, du positif pour nous. Alors, juste, Nicolas Capet, vous êtes ici le seul équipementier bien implanté. Est-ce que vous avez senti quand même des différences du côté de vos donneurs d'ordre? Alors, côté donneur d'ordre, donc nous, on a vraiment, je dirais, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir proposer des solutions qui vont répondre aux nouveaux acteurs du spatial, mais aussi qui intéressent énormément les acteurs traditionnels du spatial, puisqu'on arrive avec des produits avec beaucoup plus compétitifs par rapport à ce qui pouvait exister, sans sacrifier la qualité et la performance. Donc c'est là où on est en rupture, je dirais, par rapport à ce qu'on peut appeler le spatial traditionnel, qui était plus la haute couture qu'on était amené à faire, parce que c'était quelques très très gros satellites, des vrais bijoux technologiques, mais finalement qui étaient des modèles quasiment uniques à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, avec cette approche, cette vision de pouvoir proposer des services mondiaux, maintenant le marché de spatial, c'est mondial, on n'est plus sur un marché uniquement étatique, régional, local. Avec cette approche en constellation, on voit ce changement-là. Et je dirais que nous, par rapport à nos donneurs d'ordre, il y a ma perception, mais là, je ne prétends rien, je pense qu'il y a vraiment un intérêt de plus en plus fort pour ce qu'on est en train de faire, par l'ensemble des solutions qu'on est en train d'apporter, parce que ça permet d'avoir des nouvelles données, d'ouvrir de nouveaux services et encore d'aller plus loin dans ce qu'on peut faire de cet outil spatial, qui est un outil absolument extraordinaire pour les enjeux de demain, en télécommunication, en navigation, en surveillance, en planification sur tous ces enjeux-là. Juste un point, j'essaye désespérément de me souvenir, mais la nuit a été courte. Vous êtes sur OneWeb? Non, nous, on n'était pas encore créé à ce moment-là, mais clairement, OneWeb a été un élément, je dirais, déclencheur de cette tendance. Alors, New Space, si on l'appelle encore comme ça. De constellation, en fait. Mais oui, clairement, cette rupture qui a été apportée par OneWeb, au moment où ils se sont lancés, on s'est inspiré notamment d'un point de vue méthode industrielle et puis business model, avec du produit sur étagère et une ingénierie système où on vient utiliser des briques de base disponibles pour pouvoir développer et beaucoup plus vite et à moindre frais des satellites extrêmement performants. Bon, donc retour sur ce que cette crise a montré. Finalement, c'est un grand besoin de spatial, un grand besoin de solutions, un grand besoin de gens comme vous. Est-ce que vous voyez le marché amener, vous faire grossir ou amener plus de concurrents? Alors, si je puis me permettre, non, pour moi, là, on est sur un marché qui est en train de grossir. Évidemment, il y aura d'autres acteurs qui vont arriver, et c'est tant mieux, parce qu'on n'est pas sur un gâteau de taille finie à partager. On est vraiment sur une époque où le spatial, on est en train de développer des nouveaux usages, des nouvelles applications, des nouveaux services. Donc ce marché est en train de grossir, il y a de la place pour beaucoup de monde, et plus il sera dynamique et vivant, et au plus on l'utilisera à bon escient. Non, mais Nicolas a raison, hein, un marché sans concurrence, c'est un peu curieux, ça n'existe pas, voire c'est louche. Donc le marché est là, il grossit. C'est ce qui fait un peu la différence avec le spatial traditionnel aussi, c'est les cycles de conception, de production et de mise en exploitation, clairement mise en orbite, qui sont de plus en plus courts. Et c'est vraiment pas en opposition, hein, c'est une nouvelle façon de faire. Il y aura toujours besoin de satellites à 1 milliard, mais il y a beaucoup de place et beaucoup d'usages qui peuvent être bien mieux faits par des systèmes plus agiles et plus modestes dans le coût, hein, on parle de CAPEX. Donc il y a vraiment ça, il y a les cycles d'agilité, puis il y a le service. Les gouvernements ont toujours eu l'habitude, on va dire, de commander des programmes, d'acheter du programme, opéré par des agences gouvernementales. Et nous, un peu, ce qu'on propose dans cet écosystème, c'est du service. Donc j'ai envie de dire, pour les gouvernements, si le service est bien rendu, on continue à s'abonner au service, et si le service est mal rendu, on ne s'abonne pas. Hein. Donc c'est simple et efficace. Donc je pense que
le futur. Oui, alors je trouve que cette notion de compétitivité est majeure, hein, c'est ça qui fera progresser l'innovation. Et je pense que nous, on a une vision un peu de faire vraiment un système, de développer cette filière française, mais avec cette ouverture européenne. C'est important. Parce que c'est ce type de solution qu'on essaye de bâtir. Et quand on change dans l'évolution du paradigme du New Space, je crois qu'il y a vraiment deux notions. C'est qu'avant, on croyait qu'on pouvait tout faire en privé. Je pense que c'est très important de travailler main dans la main avec l'institutionnel, avec le public, hein, à un moment, pouvoir être aidé pour pouvoir alors être libre, bien fonctionner après sur le grand marché privé. Et puis l'autre élément, je crois que tu en parlais, c'était le fait que toute la partie digitale et la partie service devient maintenant quasi prépondérante par rapport à juste le segment spatial. Et ça, c'est vraiment deux évolutions qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je suis en phase avec ça. Une entreprise qui n'a pas de concurrence, en général, c'est pas bon signe. Et un des éléments, c'est que cette concurrence, elle joue aussi dans le développement de nos produits. Dans une façon on apporte tous des solutions de service finalement, et donc nous-mêmes, on est capable de mettre en concurrence les gens sur certaines briques qu'on recherche. Et donc, je pense que c'est un des aspects en fait de ce mouvement-là. En fait, c'est que qui dit plus de commercial dit aussi plus de mise en concurrence, et à la fin, l'objectif, c'est que celui qui gagne, c'est celui qui a le meilleur produit et pas forcément celui qui est installé dans tel ou tel pays, etc. Antoine ? Oui, alors je peux que répéter ce qui a été dit, donc je vais l'éviter. Mais ce qui est certain, c'est que le marché grossit, la demande est là, mais la valeur s'est déplacée aussi, et s'est déplacée vers ce service, vers ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est là qu'on a une opportunité unique. Maintenant, le spatial, ça reste cher, et la plupart des boîtes sont encore sous-capitalisées. Je pense que ça, il y a eu des très belles levées de fonds, mais on est encore sous-capitalisé. Quand je compare avec ce qui peut être fait aux US, et notamment dans les phases de croissance, pas les premières phases des séries A, séries B, mais les phases de vraie croissance, ça pousse très fort en Asie et aux US, avec un accès aux capitaux grandement facilité par rapport à ce moment-là. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un marché qui croît. Il y a de la concurrence, c'est évident, et qui n'est pas de la concurrence qu'on trouve vraiment en France. Ça, c'est très sain, et on arrive à bosser ensemble. Mais ça pousse fort en Asie et aux US, et c'est pas les acteurs du spatial qui poussent. Demandez à tous les jeunes qu'on embauche tous là, à qui ils pensent quand ils parlent de spatial, c'est SpaceX, c'est Apple, c'est Google, c'est Amazon et c'est Microsoft maintenant, essentiellement. Et donc, eux n'ont absolument pas été affectés par la crise. Ils ont des ressources illimitées. Et ils vont très vite avec ces capitaux. Donc c'est là, pour attaquer ces marchés, pour pouvoir nous positionner, pas juste pour faire joli, avec quelques millions, mais vraiment être un acteur majeur, il va falloir capitaliser les boîtes beaucoup plus sérieusement. Et je pense que si on se regroupe et qu'on fait entendre notre voix, notamment auprès des grands donneurs d'ordre, et peut-être aussi auprès des grands acteurs du spatial qui savent pas encore bosser avec les petites boîtes innovantes comme nous, là, il va falloir changer les choses, mais je vois que les mentalités évoluent, et ça, c'est extrêmement encourageant. Mais il faut aller plus vite et plus fort. Bon, alors, on a mentionné SpaceX. D'un seul coup, j'ai en tête le 1,5 milliard qu'il lève sur les marchés, qu'il lève auprès d'investisseurs, pas sur les marchés, qu'il lève auprès d'investisseurs tous les ans. J'ai un peu honte d'amener les 515 millions du plan de relance spatial sur la table en comparaison. Dont d'ailleurs le découpage est encore assez nébuleux. Il y a 20 millions, je crois, pour l'innovation qui sont bizarrement pas vraiment indiqués dans les documentations qui ont été rendues publiques. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce plan de relance ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour le New Space à la française dans le plan de relance ? Ou est-ce que vous avancez sans ça ? Je l'espère, parce que les gens qui sont ici sont en train de montrer que oui, le New Space français existe, et il a des capacités assez incroyables, alors qu'on n'est pas spécialement parti en avance sur le sujet. Quand on voit Unseen Labs qui a déjà 100% privé, qui a déjà ouvert ses services et qui vend de la data avant tout le monde, je veux dire, c'est assez exceptionnel. Donc je suis convaincu qu'une partie, dans le plan de relance maintenant, on va faire partie des acteurs qui vont être identifiés et qu'il faut évidemment soutenir, parce que
on a vraiment cette capacité, comme le disait Antoine, on n'a pas à rougir des technologies américaines. On a un savoir-faire, des capacités industrielles, des capacités d'innovation dans le domaine du spatial, en France et en Europe de manière plus générale, qui sont absolument incroyables. Et donc il faut être ambitieux, parce qu'aujourd'hui ces marchés sont mondiaux, ce sont des nouveaux marchés avec potentiellement des perspectives qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue business. Il faut qu'on aille les chercher. Donc pour ça, évidemment, il faut s'y préparer, il faut renforcer. Et on a déjà la chance tous, quasiment ici, d'avoir des succès commerciaux. Donc on fait du business, on a des clients. Et il faut qu'on accélère tout ça pour aller prendre les places dans ce marché-là. Je pense que sur le sujet du plan de relance, c'est une opportunité pour financer des choses qui, l'année dernière, étaient potentiellement difficilement finançables. Donc que ce soit dans le spatial ou ailleurs, c'est une opportunité assez unique de préparer le futur. Mais par contre, il faut le faire dans cet axe-là et de réfléchir à la façon dont peut être déployé cet argent. Et est-ce que ça serait pas une bonne occasion d'aller déployer cet argent sur un mode assez innovant et qui est très utilisé aux États-Unis et qui, au lieu d'aller cofinancer un programme de développement, d'aller acheter un service dans 2-3 ans, par exemple, et de laisser les entreprises privées faire leur travail pour aller récupérer ce contrat-là dans 1-2-3 ans. Et ça, c'est une méthode de développement de l'innovation qui est très utilisée outre-Atlantique, qui commence aussi à être utilisée outre-Rhin, où l'Allemagne a pu payer à 3 startups qui développaient des micro-lanceurs le développement de certaines solutions. Ce qui, quand on regarde sur le papier avec une grille de lecture d'avant, ne fait pas forcément de sens. Parce que pourquoi ne pas en supporter un et mettre tous les efforts dessus? Mais en fait, quand on regarde ce qui marche, ça fait beaucoup de sens. Parce qu'à la fin, c'est le meilleur qui va gagner, etc. Et donc le fait qu'on ait à la fois... Enfin, c'est une opportunité qui est assez unique. Une transformation complète du secteur spatial qui ne date pas du printemps, qui date d'il y a plusieurs années, comme l'a dit Antoine, phasée avec des moyens potentiellement financiers pour aller préparer ce futur-là. Donc je pense qu'il faut bien le réaliser et les moyens, je pense, sont là. Donc après, c'est la façon de le déployer qui, je pense, doit être attentivement regardée. Je suis tout à fait d'accord. Ces montants financiers du plan de relance, alors déjà c'est un plan d'accélération parce que comme on l'a dit, c'est un transfert de valeur auquel on a assisté ces dernières années. Donc c'est aussi une façon de rebondir et pas forcément de relancer ce qui se faisait avant. Et cet argent, en fait, une manière intelligente de le dépenser, c'est en prise de commande. Tu l'as dit. On finance pas des programmes futurs. Ok, il faut les financer, mais c'est surtout acheter du service, commander des choses, donc commander de la valeur. C'est l'argent public ne doit pas servir doit avoir un impact direct sur l'économie, donc un retour de valeur. Le gouvernement commande quelque chose. On l'a vu dans le ministère des Armées avec plutôt que de développer un nouveau programme, on commande les hélicoptères qui allaient être livrés l'année prochaine, ils seront livrés cette année. Voilà, donc c'est important. Je pense que de dépenser l'argent en ayant un retour. Et nous, c'est ce qu'on fait. Mieux vaut un bon contrat qu'un financement sous forme de subvention. Voilà, c'est ça qui fait avancer les choses, c'est ça qui fait avancer les produits. Et nous, justement, on est là pour prendre ces responsabilités. Et une fois que les contrats sont passés, les demandes sont sur la table, on sait s'organiser, on sait proposer les solutions, on sait les mettre en orbite et de manière opérationnelle le plus rapidement possible. Donc c'est extrêmement efficace dans la démarche. Mais moi, tout ça, ça revient un peu, je parlais de ce partenariat privé-public. On a, d'une part, je prends l'exemple où nous, tous les gens ont mis un peu leur cœur et pas que leur cœur sur la table. On a des gens importants du secteur, je vais les citer, les remercier, c'est des Philippe Gauthier, des Meria, c'est des Marc Eliayan de ADF, c'est des Benoît Moulas de Comat. Ces gens, et c'est un peu l'esprit ici qui est extraordinaire dans cette filière, ils croient cet esprit pionnier, mettent des moyens pour lancer l'histoire. Mais après ça, c'est vrai qu'il y a un plan de relance qui peut venir nourrir et aider, donc passer à la deuxième phase. Et avec en plus un acteur, on en a un petit peu parlé, qui est le CNES. On a un acteur extraordinaire en France, un acteur qui a vraiment une vision globale, qui peut gérer les programmes, nous aider. Il y a aussi une grande réserve d'expertise. Et c'est ce lien public-privé qui nous permet à nous de se développer et d'aller après d'être lâché vers ce marché purement privé, purement compétitif. Je crois que c'est très important vraiment maintenant que le privé et le public travaillent ensemble.
Et le plan de relance est un merveilleux exemple et une opportunité. Vous êtes des structures relativement petites. Le plan de relance travaille quand même beaucoup à l'idée de préserver et accroître l'emploi. Est-ce que, du coup, c'est pas un argument qui peut jouer contre vous? Si on prend les chiffres, je pense qu'on embauche beaucoup par rapport à beaucoup d'autres. Et on est en train de construire le bassin d'emploi de demain. On fait partie de ces gens-là qui sont en train de créer de l'emploi. On est en pleine croissance. Nous, on a des postes ouverts. Quand je regarde dans d'autres domaines, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. On est potentiellement l'industrie qui va être hyper structurante en France et en Europe de manière générale demain. Donc évidemment, il faut le business, c'est quelque chose qui est mouvant, l'industrie, c'est quelque chose qui est mouvant. Les choses évoluent dans le temps, ça mute. Des fois, il y a des ruptures technologiques, des façons de faire qui sont différentes, etc. Le spatial et en tout cas ce qu'on est en train de faire en est un exemple, et on est un gisement de compétitivité économique, d'emploi. Et ça, c'est factuel. Aujourd'hui, nous embauchons tous. Je pense que quand vous cofinancez un programme, vous créez des emplois pendant la durée du programme. Quand vous achetez un produit, vous créez des emplois sur le cycle de vie du produit. Et en général, le cycle de vie du produit est plus grand que la durée du programme. Et donc, en achetant un produit, vous créez de la valeur, et en créant de la valeur, vous créez des emplois qui structurellement sont pérennes. Et c'est ça la différence majeure. Est-ce que Antoine, vous avez quelque chose à rajouter? C'est un peu compliqué, vous êtes loin là, de nous. C'est un peu compliqué, mais non, juste pour quelques petits commentaires. D'abord que SpaceX n'est pas une société du New Space. C'est un acteur beaucoup plus traditionnel, même s'ils ont réinventé le marketing de façon efficace dans le domaine spatial. Mais la vitesse et l'agilité comptent autant que les capitaux qui seront investis. Et donc, ces montants du plan de relance sont loin d'être ridicules et pour nous auraient un impact bien plus important que quelques milliards chez SpaceX. Ça dit, on en attend beaucoup, surtout pour permettre de ne pas ralentir notre croissance. Et comme ça a été dit, pas pour financer les développements, mais pour faciliter l'accès au marché. Donc avec des vrais clients, des vrais marchés, c'est ça qui nous propulsera. Et je pense que le plan de relance peut aider à financer cette impulsion. Ça veut dire, comme pour résumer un peu ce que mes camarades ont dit, il faut que la puissance publique qui vient financer se comporte beaucoup plus comme un client, parce qu'un client peut être beaucoup plus exigeant sur les services qui sont rendus, sur les résultats, sur la qualité. Et c'est ça qui fera beaucoup plus progresser les boîtes. Les aspects techno, les développements, on sait faire, on sait lever les fonds pour ça. En revanche, tout cet accès au marché avec des vrais clients peut changer la façon dont les entreprises vont opérer. Et c'est là-dessus que je pense qu'on a des progrès à faire et qu'avec le plan de relance, on peut en tirer un bénéfice incroyable. Alors, au-delà du plan de relance en France, vous avez tous des perspectives à l'export. Certains même, c'est surtout de l'export, si j'ai bien compris. Est-ce que les conditions actuelles freinent ou accélèrent ce mouvement? Et un autre point, je sais qu'au moins 2 d'entre vous font partie d'une association de société du New Space, la New Space Factory, pour aller attaquer les marchés en groupe, j'allais dire en meute, de manière à être un peu plus efficace, percutant sur les marchés export. Est-ce que c'est une solution qui est amenée à s'élargir? Quel bilan en faites-vous? Alors, on va pas se leurrer. Le marché à l'export cette année, ça a été un peu compliqué, ne serait-ce que parce que on peut pas se déplacer. Et donc, ne pas se déplacer, ne pas aller rencontrer ses clients, ne pas capter leurs besoins, ne pas promouvoir les produits en dehors de nos frontières, évidemment, ça met un coup de ralenti. Néanmoins, encore une fois, le spatial se démocratise partout dans le monde avec des enjeux très forts. Tout le monde veut aller maintenant très vite pour mettre au point des systèmes et des nouvelles solutions, des nouveaux services. Donc ce gisement de business, il est encore là, il est très très fortement là. Et justement, c'est la raison pour laquelle on a monté New Space Factory. Donc il y a
tout un tas d'acteurs, Mécanoïdé, Comat, Exotrail, nous, et j'en oublie plein d'autres, et j'espère qu'ils m'en excuseront. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se regrouper, nous, petits équipementiers, entre guillemets, sans que ça ait rien de péjoratif, parce qu'on n'est pas des groupes avec des milliers et des milliers de personnes, mais on a cette capacité à développer des solutions innovantes très très rapidement. On est à l'état de l'art de ce qui se fait d'un point de vue technologie savoir-faire, puisque la plupart des acteurs de la New Space Factory fournissent les grands maîtres d'œuvre, Airbus, Thales et consorts. Donc clairement, se regrouper ensemble sous cette bannière pour pouvoir promouvoir nos capacités de solutions, de technologie à l'export, pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement pertinent. Et cette crise-là, avec ce ralentissement évidemment des salons, qui était un des gros axes stratégiques de notre regroupement, nous fait nous questionner. Et il faut absolument qu'on rebondisse là-dessus, parce que toute difficulté, c'est aussi des opportunités de pouvoir organiser finalement des façons de faire innovantes et différentes d'un point de vue business pour aller chercher ce marché à l'export. On est en train de s'y préparer. J'espère aussi que le plan de relance accompagnera cette ambition française et européenne à l'export. Parce que c'est un élément aussi important, c'est vraiment un gisement d'emploi demain qui est très très fort, et donc ça on s'y a faire, et on compte bien ressortir de cette crise en accélérant davantage, ne serait-ce que pour rattraper, je dirais, le petit retard qu'on a pris en la matière cette année, et puis aller encore plus loin et atteindre nos objectifs et nos ambitions. Alors, même question, on va dire, pour les opérateurs et fournisseurs de services. Est-ce qu'une chasse en meute des acteurs du New Space français est envisageable? Parce que finalement, vous avez des activités complémentaires. Oui. Moi, je crois. De toute façon, en France, déjà, la marque française, c'est une marque qui s'exporte très bien. On a très bonne réputation, on a une très bonne réputation technique, mais aussi commerciale. On est la réputation d'être des gens assez réglo. Et on est très aidé et très supporté par nos organisations publiques aussi à l'export. C'est important. Des produits technologiques à haute valeur ajoutée, que ce soit du matériel, de la data, sont des choses qui gardent énormément de valeur à l'international. Et une fois de plus, c'est la force du spatial. Le spatial, c'est le milieu par excellence qui transcende les frontières et les usages. Donc non, c'est fondamental, l'export international. Voilà, avec une belle marque française. Je peux peut-être parler d'un exemple vraiment ici. Moi, je suis le tout nouveau, le jeune, et je crois qu'on a parlé avec les différentes personnes autour de la table. On a eu des échanges, discussions téléphoniques. J'ai même été visiter à San Francisco tes installations. Donc ça veut dire qu'on se parle. Moi, je tiens encore à remercier David. Au tout début, David tout de suite nous a mis à disposition de la simulation des outils de simulation de mission, a commencé à discuter, nous a dit qu'on peut mettre du in-kind. Donc il y a vraiment quand même un esprit de collaboration, d'entraide, avec une volonté de, s'il y a un nouvel acteur qui arrive et qui peut un petit peu entraîner, alors vous n'avez pas besoin de moi, mais qui entraîne avec des nouveaux programmes un petit peu toute la filière, il y a vraiment ça, je tiens à le souligner, je tiens à vous remercier. Et évidemment, dès qu'il y a une filière qui se renforce, ça se traduit en innovation et emploi hautement qualifiés. Et alors sur des programmes, sur Prométhée, on amène quand même quelque chose pour la France. Je veux dire, c'est un vrai outil de développement nord-sud, et aussi un outil de diplomatie d'influence. La France est extrêmement active, je reviens aux accords de Paris, politiquement dans le développement durable. Des constellations de satellites et des services sur des constellations de satellites, ce sont des réponses concrètes qui peuvent renforcer la France dans son leadership dans ce domaine. Et voilà, c'est important. Est-ce que... Un mot peut-être, Stéphane? Oui. Juste là-dessus, l'accès à l'export, c'est même pas une question, c'est absolument vital pour nous. Le spatial, c'est un marché mondial, global. Maintenant, chasser en meute, pour reprendre cette bonne expression, absolument, mais il faut que cette meute sache être aussi opportuniste. Ça ne veut pas dire que cette meute est strictement française. Un écosystème, faut faire assez gaffe que ça ne devienne pas un microcosme, et donc il faut rester un groupe ouvert. Ça serait notre danger de rester refermé sur nous-mêmes. On doit aller trouver des partenaires technologiques, commerciaux,
là où ils sont, et c'est une meute qui peut se former temporairement sur un objectif commercial où là on serait beaucoup plus fort, on se fera beaucoup moins attaquer, mais qu'elle soit française ou nôtre, peu importe. Nous, on nous a parfois reproché quand on est arrivé en France en tout début d'année d'être trop américain. J'ai vu souvent des comportements qui pouvaient être trop locaux ou français dans notre approche, et là on a à y perdre. Donc moi je ferai le même commentaire qu'Olivier. Quand on est arrivé ici, on a été extrêmement bien accueillis et intégrés avec la volonté de faire du business ensemble. Et si des acteurs comme nous, on peut ouvrir des marchés aux US, d'autres marchés, puisque quasiment tous nos clients sont export, on le fera bien volontiers, tout en restant selon un silo national, s'il faut traiter, évidemment, avec des acteurs institutionnels français ou européens. Ça, on sait faire. Mais une meute bigarrée qui soit beaucoup plus efficace avec un objectif de business à l'export. Je suis vraiment en phase là-dessus. Il faut que ça reste agile parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, je rejoins le premier commentaire d'Antoine qui est la question même pour nous, je pense, relativement peu de sens. En fait, moi, nous, 3/4 de nos clients sont en dehors de la France, tous nos clients commerciaux sont en dehors de la France. Et la question même, quand on fait du spatial, c'est un des intérêts, et c'est pour ça, je pense que les investisseurs privés ont un intérêt structurel à investir dans le spatial, c'est que la question de la scalabilité et de l'export ne se pose même pas. Je pense que Jonathan pourra confirmer que voilà, ces satellites, ils exportent 15 fois par jour, puisque on revit toute la planète. Donc la question même, je pense, a dans le spatial une signification différente. Et donc on est naturellement tourné vers l'export. Il faut le faire de façon agile et avec la bonne échelle, je pense, dans ces collaborations, qui est que si on veut lutter contre des acteurs américains ou chinois, il faut penser européen avant de penser français. Et on a une très belle agence spatiale européenne. Très, très supportive et très dynamique aussi, faut le dire. Alors, bon, juste, il nous reste quelques minutes. Une question peut-être un peu provocatrice. Aujourd'hui, donc, sur tous vos marchés et vos activités, pour vous, quelle est la principale menace ? Allez, je vais mettre un pavé dans la mare. Pour moi, aujourd'hui, la démocratisation du spatial et le nombre de projets et ses ambitions fait qu'il y a un sujet qu'il va falloir traiter absolument, et d'ailleurs les agences spatiales s'y affairent ardemment, même si c'est un sujet complexe, qui est la bonne gestion de notre espace, et de notre espace à tous. Parce que des projets de méga constellation, la désorbitation, finalement, réussir à préserver cet espace, cette nouvelle frontière qui aujourd'hui est une source de business et de développement de business absolument incroyable et pour résoudre des problèmes plus que sérieux et plus que vitaux pour nous, il faut qu'on sache bien le gérer et bien le préserver. Il ne faut pas que ce soit le Far West, si je puis dire. Et ça là-dessus, sur les débris spatiaux, c'est en même temps une menace et en même temps, c'est une fantastique opportunité. Nous, on le voit, on développe chez Exotrail en plus des solutions de propulsion qui permettent d'éviter les collisions et de désorbiter, des solutions logicielles pour faire de l'évitement, des manœuvres d'évitement automatiques de collision. Ça, encore une fois, si vous faites le calcul du nombre de satellites qui est en train d'exploser, le nombre de collisions potentielles, lui aussi, est en train d'exploser. Il faut le gérer de façon économique. C'est-à-dire qu'on doit être capable de dire à nos clients, voilà, moi je vous fournis une solution à ce problème, je ne tue pas votre business case parce que j'ai une solution qui combine hardware et software sur le sujet. Donc ça, c'est en même temps une menace et une opportunité. Et une menace, et je pense qu'il faut que dans l'Europe du spatial, on arrive à questionner le mode de développement économique qui a été le nôtre, notamment le retour géographique, etc. Parce que sinon, on fait face à des pays qui n'ont pas ces contraintes-là. Et je pense qu'on a des excellents talents en termes de savoir-faire et d'ingénieurs. Et donc, si on arrive à combiner ça à une approche agile de moyens de déploiement des financements publics, on peut être potentiellement un peu les rois du monde, quoi. Donc, non, c'est vraiment ça, on a une belle ressource. Je crois que tout le monde est d'accord pour la protéger. Pour une fois, j'ai envie de dire, l'ensemble des acteurs planétaires a l'air concernés, ont l'air concernés par cette ressource qu'il faut protéger. Parce que les enjeux ne sont pas qu'économiques, hein, s'ils sont on parle de souveraineté des États, donc tout le monde a intérêt à collaborer. C'est plutôt pas mal par rapport à d'autres domaines. Hein. Je connais aussi le maritime, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc les débris, clairement, on a quelques cow-boys
sur la planète qui vont pas forcément dans le bon sens, mais en tout cas le réglementaire, la France et l'Europe est assez en pointe. On parle de la loi de l'espace française qui est en train de faire des petits un peu partout et qui est reconnue. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Nicolas, tu fabriques des antennes. Je pense que la ressource du spectre aussi, l'utilisation des fréquences de communication, c'est une partie une partie de la ressource qu'il faut préserver aussi, d'où tes produits ultra innovants. On est vraiment là, on est vraiment l'exemple, hein, je pense, tous ici. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Eh bien, écoutez, nous arrivons au bout du temps qui nous a été imparti. Par le jeu des diffusions, j'invite ceux qui sont intéressés par ce dernier sujet à regarder la table ronde précédente qui sera diffusée après, avec le commandement de l'espace, où les questions de souveraineté et de protection de l'espace ont été évoquées. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous, et s'il y avait une audience, je demanderai d'applaudir. Un grand merci. 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 Grand merci. Merci. Bienvenue à cette table ronde sur la 5G dans les aéroports, ce que va apporter cette technologie dans les aéroports et puis plus globalement au secteur de l'aérien. Alors pour en parler avec moi, donc Guillaume de Lavalade, vous êtes DG de Boane, donc qui est opérateur de technologies digitales pour les entreprises et les organisations publiques également. Et Sergio Colella, vous êtes le président de CITA Europe et vous fournissez et développez des technologies pour l'aérien et les aéroports également. Alors, en préambule, je vais faire une petite aparté pour expliquer ce que c'est qu'en fait la 5G, parce que globalement, tout le monde sait que la 5G va apporter davantage de débit, comme les générations précédentes, mais elle a aussi des particularités qu'il faut prendre en compte si on veut appréhender les usages à venir. Alors par exemple, la 5G va avoir une latence, c'est-à-dire la réponse du réseau en clair lorsqu'on le sollicite, qui sera minime. La 5G permettra également le développement de l'Internet des objets. On pourra connecter pour la première fois des milliers, voire des millions d'objets via cette technologie, en bas débit ou en haut débit. Et également, la 5G permet le network slicing. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais ça signifie qu'en clair, on va pouvoir allouer une partie de la bande passante à un usage particulier et éviter que certains usages viennent interférer l'usage initial. Alors, pour commencer, on va faire un premier tour de table, mais quelles sont les promesses de la 5G pour les aéroports et pour l'aérien? En quoi ça va... Enfin voilà, ça va permettre de développer de nouveaux usages et de nouvelles manières de faire dans les aéroports. Guillaume de Lavalade. Merci Pierre. Juste si vous me permettez, moi aussi une toute petite aparté. Si on regarde un tout petit peu en arrière, la 3G et la 4G ont été des technologies qui ont été massivement utilisées par le grand public et les entreprises ont été un peu les laissées pour compte. Il y a eu moins d'appropriation de ces technologies par les entreprises. Un exemple assez intéressant et qui vous parlera, je suis sûr, c'est l'utilisation par exemple de WhatsApp dans le milieu professionnel. Il y avait encore quelques papiers de vos confrères sur les banques, l'utilisation de WhatsApp, la confidentialité. Mais je trouve que cet exemple est intéressant parce que aujourd'hui, le monde de l'entreprise, sur certains aspects, est un peu en rattrapage par rapport aux usages que vous, moi, Sergio, avons dans notre vie privée avec la technologie. La 5G, c'est vrai, c'est largement positionné pour les entreprises.
Et ça, c'est une grande révolution. De quoi ont besoin les entreprises pour continuer à se digitaliser, à se numériser? Elles ont besoin de garanties. Garantie de bande passante. J'ai besoin de passer 10, 100 mégabits. Il faut vraiment que cette bande passante passe. Et si vous prenez l'exemple d'un avion qui arrive au point parking, vous avez des professionnels qui travaillent autour, mais vous avez aussi 200 passagers qui rallument leur terminal et donc du coup chargent leurs vidéos, envoient leurs mails. Et donc pour le professionnel qui est sur le bas-côté et qui doit travailler, lui, il a besoin aussi d'avoir une garantie de bande passante. Et ça, c'est vrai que en 5G et peut-être en 4G un petit peu avant, on apporte cette garantie. Le deuxième point qui est essentiel, comme vous l'avez souligné aussi, c'est la notion de latence ou de temps réel. De plus en plus d'utilisations dans les entreprises se font sur des applications qui sont en temps réel. On a besoin de communiquer en instantané avec le réseau. Typiquement, là aussi, si je reprends mon exemple du bagagiste, il faut qu'on soit certain que le bagage, quand il rentre dans l'avion ou quand il sort, soit tagué et que l'information soit disponible partout, en temps réel. Et puis le dernier, et ça c'est peut-être le plus difficile en termes de projection, c'est l'utilisation massive de l'Internet des objets. On nous parle de chiffres de milliards d'objets connectés. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu irréel. Il y a un long chemin à parcourir, mais très clairement on peut imaginer beaucoup d'environnements industriels, d'environnement de commerce et bien évidemment d'environnement aéroportuaire qui soit avec des milliards, des millions d'objets connectés. Et ça, c'est quelque chose qui sera passionnant. Sergio Colella. Oui, absolument. Vous l'avez dit, à juste titre, la 5G, c'est quelque chose qui sera utile pour les entreprises. Ça, c'est absolument vrai. Je dirais que dans un aéroport, vous avez... Dans un grand aéroport, vous avez 100 000 personnes qui peuvent travailler et qui font partie de l'écosystème de l'aéroport. Pouvoir leur fournir une capacité de connexion à haut débit, pouvoir utiliser une grande quantité de données, pouvoir passer des vidéos est un élément moteur important dans le gain de productivité et dans l'efficacité de toutes ces personnes dans l'aéroport. Je dirais que le grand public aussi, dans l'aéroport, dans cette petite superficie, petite surface qu'est un aéroport malgré tout, bénéficiera de la 5G, avec la possibilité d'avoir accès à beaucoup plus de connectivité, beaucoup plus de données, mais aussi avec la possibilité, et on y arrive, d'avoir une expérience passager qui soit bien meilleure. Une expérience passager qui soit portée par la biométrie, par le fait d'avoir une assistance qui est dédiée et intelligente pour chacun des passagers. Enfin, c'est le machine-to-machine. Dans un aéroport, il y a un nombre extrêmement important de machines, de robots potentiellement demain et après-demain. Et ces robots et ces machines ont besoin de grandes quantités de données pour communiquer entre elles. Dans l'avion également, lorsqu'il est au sol, pouvoir faire en sorte qu'il y ait un niveau de communication beaucoup plus important, une quantité de données beaucoup plus importante qui transite est fondamental. Non seulement pour, à la limite, le matériel de divertissement qui est nécessaire pour les passagers, mais aussi pour faire en sorte que les pièces détachées, que l'usure des machines à l'intérieur de l'avion puisse être communiquées de manière beaucoup plus importante. Tous ces cas d'usage, on les comprend, on les envisage, on les anticipe. Il y en aura d'autres qui seront, je suis sûr, amenés par la maturation de l'utilisation de cette technologie. D'accord. Alors Guillaume, vous me disiez que par exemple aujourd'hui, quand les avions arrivent dans un aéroport, ils sont face à des bornes Wi-Fi pour faire transiter les données. Avec la 5G, on peut imaginer des solutions complètement révolutionnaires où finalement en fait il y aura plus besoin de ces bornes ou quand le temps est mauvais, et à ce moment-là on a du mal à transférer les données correctement. Avec la 5G, tout ça disparaîtra. On va pouvoir avoir une immédiateté de transfert des données au moment où l'avion en fait atterrit. Alors, c'est vrai, et Sergio l'a rappelé, mais si on prend les aéroports parisiens, c'est effectivement plus de 100 000
employés dans plein de métiers différents et un gros millier d'entreprises. Si je mentionne ça, c'est parce que, en fait, derrière le parcours passager que vous, moi, Sergio connaissons, il y a une usine derrière. Il y a beaucoup de monde qui travaille pour faire en sorte que les millions de passagers s'écoulent de la manière la plus fluide. Et donc, c'est vrai que quand on a un avion qui arrive au point de parking, là aussi, on a une petite illustration de tous ces métiers qui viennent s'affairer autour de l'avion. Qui pour la maintenance, j'ai cité le bagagiste qui, lui, parfois est plutôt derrière les ailes au fond de l'avion. Il y a les entreprises qui vont venir refournir la nourriture, charger, décharger. Il y a bien évidemment de plus en plus l'avion qui lui-même, et ça sera encore plus vrai demain, déchargera toutes les données de maintenance. Donc, et j'ai mes 200 passagers que je citais tout à l'heure qui sont déjà, dès que l'avion a touché le sol, ils sont sur leur téléphone à récupérer, écouter tous leurs messages visio et vidéo. Donc, l'avion au parking, c'est vraiment un point où il y a beaucoup de besoins et certains doivent être plus prioritaires que d'autres. C'est vrai que on ne peut pas regarder une vidéo sur YouTube d'un passager, ça ne va pas écraser le flux du bagagiste qui lui transfère les données. Et donc aujourd'hui, c'est une borne Wi-Fi qui est devant le nez de l'avion. Et la techno Wi-Fi évolue largement, mais c'est vrai que sur la gestion des interférences, les réseaux cellulaires ont un petit plus. Et donc là, que l'avion soit un peu gros, avec des grosses ailes, qu'il pleuve, et donc ça perturbe le signal, une technologie comme la 4G ou la 5G a cet avantage de vraiment permettre complètement de fournir de la bande passante tout autour de l'avion. Et là, j'ouvre une toute petite parenthèse. C'est ça, on peut le faire aussi bien en 4G qu'en 5G. On peut le faire en 4G si on est sur des fréquences privées qui sont dédiées aux besoins des professionnels. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois, Boine a déployé un réseau 4G pour l'instant en outdoor, à l'extérieur, uniquement dédié aux professionnels. Et là, comme on maîtrise les fréquences, on maîtrise les utilisateurs qui sont dessus et on est capable, tant en termes de débit qu'en termes de latence, d'atteindre les performances qui seront celles de la 5G quand on aura toutes les fonctionnalités dont vous avez parlé. Et juste pour illustrer par un dernier petit exemple, autant dans notre vie privée à nouveau, parfois sur notre smartphone, on accepte d'avoir la petite roue qui tourne pour que l'application se charge, autant quand vous êtes un professionnel chronométré parce que vous savez que vous avez des objectifs de départ de l'avion, des objectifs de productivité, c'est insupportable d'avoir cette petite roue qui tourne parce que l'application ne se charge pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense la latence parlera à tout le monde. Sergio, vous, il y a un usage que vous attendez particulièrement avec la 5G, c'est le fait de pouvoir transférer de la vidéo. Ça, c'est quelque chose qui pourrait révolutionner pas mal d'usages, notamment dans la biométrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, avec plaisir. Je pense que si on se met à la place du passager, l'expérience du passager dans quelques années sera très différente. En fait, l'idée, c'est tout d'abord que le smartphone devienne la télécommande du voyageur. C'est-à-dire qu'au travers du smartphone, sans besoin de toucher des kiosques, sans besoin de parler avec des interlocuteurs, sauf s'il y a un problème, l'utilisateur est en contrôle de son propre voyage, peut enregistrer son bagage, peut suivre l'évolution de l'enregistrement, savoir le nombre de personnes qui sont au guichet et commander un produit qui lui plaît. Et donc, son téléphone portable, son smartphone devient la télécommande de son voyage. Avec la 5G, il y a beaucoup plus de contenu qui peut passer. Le deuxième élément, c'est la biométrie. Quelque part, notre propre visage devient notre carte d'embarquement. Et donc, pour fluidifier l'expérience du voyageur, comme tu le disais, pour faire en sorte qu'on maîtrise un flux de passagers qui restera et qui redeviendra important, le fait de pouvoir avoir une expérience passager qui soit fluide est fondamental. Et donc, la reconnaissance faciale, qui est portée par la biométrie, permet tout à fait de faciliter cette gestion complètement fluide du voyageur. Je voudrais rajouter encore un point. Pour moi, la 5G, et je ne suis pas un spécialiste de la 5G, est un enabler, comme on dit en anglais, est un catalyseur d'utilisation d'autres technologies. C'est très important de comprendre ça. Avec la 5G, comme on peut
télécharger des données beaucoup plus importantes, donc de la vidéo. Comme on a des niveaux de service qui sont beaucoup plus sécurisés, on est capable de faire de la vidéosurveillance, on est capable d'envoyer des données lourdes, et notamment de la vidéo, pour gérer les processus, et donc on crée une productivité, une efficacité qui n'a potentiellement rien à voir avec l'expérience quotidienne d'aujourd'hui. Ça peut être utile aussi pour faire de la maintenance prédictive. Vous me disiez, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, absolument. On commence déjà à faire ça sans utilisation de la 5G en particulier. C'est le fait que, en fait, plus on est capable d'envoyer en avance une information intelligente sur l'état de fonctionnement des pièces qui sont dans un avion, plus on est capable de prévoir la maintenance et donc de diminuer le temps d'inutilisation d'un avion. Si tu travailles par exemple avec Rolls-Royce pour faire en sorte qu'on envoie l'information au bon moment sur l'état d'utilisation des moteurs et anticiper les éléments de maintenance prédictive. Lorsqu'on va s'appuyer sur la 5G, cette capacité à envoyer de la donnée, à recevoir de la donnée, va être multipliée par 10. Et donc, on sera encore plus précis dans la maintenance prédictive et dans la capacité de faire en sorte que les objets connectés communiquent entre eux de manière intelligente. Ça ouvre des perspectives de productivité qui sont, à nos yeux, vraiment intéressantes pour faire en sorte qu'après cette crise, nous puissions opérer dans notre secteur avec des coûts et des niveaux de service qui soient bien plus élevés. D'accord, merci. Guillaume, vous insistiez tout à l'heure sur le fait que la 5G va permettre de connecter énormément d'objets, donc en fait de glisser des capteurs dans les avions, à différents endroits des aérogares, sur énormément d'infrastructures. Quel est l'avantage de la 5G par rapport à d'autres technologies déjà existantes qui permettent de faire de l'IoT? Est-ce que c'est le fait que ça soit une technologie d'opérateur et donc plus sécurisée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Alors, je pense que sur vraiment l'Internet des objets, il faut avoir conscience que dans cette fameuse courbe en S d'adoption des technologies, on est vraiment dans le tout début du plat de cette courbe. En d'autres termes, comme le disait Sergio tout à l'heure, il y a plein d'usages, de cas d'usage qu'on n'a même pas encore imaginé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous prenez un cas métier, par exemple, je suis gestionnaire des extincteurs sur une zone, je vais avoir le choix entre pas mal de technologies. Toutes ont des avantages, voire des inconvénients, mais fondamentalement, sur Internet des objets, on a trois questions à se poser. Est-ce que le cas d'usage que j'ai va demander beaucoup de mobilité? Est-ce que mon extincteur va bouger aux quatre coins de l'aéroport ou est-ce qu'il va être relativement statique sur une zone? Est-ce que je suis sur un service qui est critique? Dans le cas de mon extincteur, bien évidemment, c'est critique parce que ça touche à la sécurité. Et troisième chose, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de bandes passantes? Et en fonction de la réponse à ces trois questions, vous avez une technologie plutôt qu'une autre qui peut voir le jour. Dans le cas si je reprends mon extincteur, on peut penser qu'une technologie qui envoie peu de messages, enfin des messages de petite taille, et peu consommateurs d'énergie, on n'a pas besoin de beaucoup de bandes passantes, comme la technologie LoRa, pour ne citer que celle-là, peut être adaptée. Mais ça ne sera pas le cas si, par exemple, je suis sur un véhicule roulant, toujours sur mon tarmac. Et là où donc aujourd'hui, vous pouvez le faire avec différentes technologies. Là où la 5G va permettre de passer à un cap supérieur, c'est dans le nombre d'objets gérés en même temps. Donc, c'est sur un horizon de temps qui est plus lointain, mais très clairement, ça va apporter quelque chose. L'autre point, c'est que dans tous les processus, par exemple, que décrivait Sergio, et en particulier sur le milieu aéroportuaire, on a cette obligation, cette ardente obligation de sécurité. Hors de question de laisser les données du moteur Rolls-Royce disponibles à d'autres personnes, d'autant que beaucoup de robots seront aussi pilotables à distance. Donc cette notion de cybersécurité et également de sécurisation sont au cœur des problématiques sur l'aéroport. Et là, c'est vrai que les technologies cellulaires, qu'elles soient 4G ou qu'elles soient 5G, parce qu'elles sont nativement dessinées pour assurer cette sécurité, parce qu'elles sont nativement chiffrées, permettent d'augmenter le niveau de sécurisation. Je dis bien augmenter le niveau de sécurisation.
aucune armure n'est impénétrable. Aucun mur de château fort ne peut résister à des coups de boutoir. Donc ce que je veux juste te dire, c'est que vraiment, c'est à chaque fois, c'est augmenter au maximum la sécurisation. Donc voilà, 4G, 5G pour l'Internet des objets, la 5G en particulier, massivement des millions d'objets connectés, et ça dans un contexte de sécurisation qui respecte les métiers qu'on a sur un aéroport. Sergio, je voulais revenir avec vous sur le network slicing, donc ce nom barbare qui explique que voilà, on peut définir une partie de la bande passante pour un usage particulier. Ça peut être une révolution aussi pour des services comme les pompiers, pour les douanes, pour la police, parce que là, ils ont l'assurance de pouvoir avoir leur propre bande passante sans qu'il y ait d'interférence. Et ça, on ne pouvait pas le faire en fait avec les technologies précédentes. Absolument. Vous soulevez là un point qui est important. Dans je dirais la technologie mobile actuelle, on ne fait pas la différence entre la personne qui se connecte pour aller sur Netflix, regarder la dernière série, et les pompiers qui doivent avoir une information d'urgence. D'accord ? C'est quand même une faiblesse importante. Un des grands avantages de la 5G, cette capacité de faire du network slicing, c'est-à-dire de prioriser et d'avoir un trafic dédié en fonction des besoins. Et ça, c'est fondamental. Et à terme, ça peut être un des premiers usages de la 5G, c'est de remplacer pour des communications type Tetra dans les aéroports, les walkie-talkies des opérateurs, par des outils 5G, dans la mesure où on a une garantie de niveau de service. D'accord ? Donc ça, c'est un élément qui est très important parce que comme vous le disiez également, il est fondamental que l'opérateur qui est mesuré sur une rapidité d'exécution ou dans le cadre également de procédures d'urgence puisse avoir accès à la communication et à une communication à haut contenu, ce qui peut faire vraiment la différence dans la résolution de problèmes urgents. Donc c'est un des éléments qui, à nos yeux, sont clés dans les avantages apportés par la 5G. Ça peut être aussi un des éléments de remplacement de technologies obsolètes, petit à petit, comme les talkie-walkie Tetra, pour permettre d'avoir des premiers cas d'usage immédiats, je dirais, en remplacement d'une technologie qui a fait des dizaines d'années d'expérience. Là, j'ai une question pour la même question pour tous les deux. À quel horizon temporel, quand est-ce qu'on pourra voir ces nouveaux usages 5G arriver ? Les caractéristiques de la 5G, donc je le répète, un très haut débit, le network slicing, le M2M, etc. C'est des possibilités qui vont arriver pas tout de suite. On parle de 2 ans parce qu'aujourd'hui les infrastructures ne permettent pas d'utiliser ces usages à plein. On attend des cœurs de réseau 5G en fait pour pouvoir vraiment en profiter à fond. Quand est-ce que ces nouveaux usages vont arriver ? Est-ce qu'il va falloir attendre 1 à 2 années de pouvoir bénéficier d'une vraie 5G avec des cœurs de réseau 5G, ou est-ce que déjà on va pouvoir faire des choses dans les mois qui viennent ? Si vous me permettez, je pense qu'il faut vraiment raisonner en fonction des usages des utilisateurs. Tout à l'heure, Sergio mentionnait effectivement les opérateurs qui ont des talkie-walkie. En quoi est-ce si important ce talkie-walkie ? C'est que ça marche à tous les coups. Vous appuyez sur un bouton et vous êtes en communication avec tout le groupe que vous avez prédéfini. Et ça, ces usages-là, ils sont aujourd'hui vécus comme essentiels par toutes les personnes qui opèrent justement et ils ont besoin de cette robustesse. On n'a pas forcément besoin à nouveau d'attendre la 5G pour offrir ça. Certaines possibilités sont d'ores et déjà disponibles en 4G. Et en fait, on prévoit, pour ce qui concerne Boine, de migrer justement toutes les flottes d'usage Tetra en 4G. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, on est sur des fréquences qui sont privées, on maîtrise la bande passante, on maîtrise la latence, et donc on est capable d'offrir sur des smartphones exactement les mêmes usages et les mêmes priorisations qu'on peut avoir sur le talkie-walkie, le fameux réseau Tetra. Et là, on touche à des éléments d'ergonomie qui sont essentiels. Aujourd'hui, sur le smartphone que vous avez dans votre poche, que j'ai dans ma poche, on n'a pas de bouton
ce fameux bouton Push to Talk. Vous poussez et vous avez directement la communication. Il se trouve que d'ores et déjà, beaucoup de terminaux 4G aujourd'hui sont non seulement durcis, mais en plus peuvent être équipés de ce bouton. Et si on va un tout petit peu plus loin, là on ne parle que d'un usage voix. Mais on a des usages data avec la communauté, mon petit groupe que j'ai, à qui je parle à chaque fois que je pousse sur le bouton. Je peux faire la même chose pour lui envoyer les données du train d'atterrissage devant lequel je suis, et je me pose une question sur est-ce qu'il a un défaut ou pas, et je vais partager ça avec ma communauté d'experts. Et là, vous pouvez faire de la vidéo et donc communiquer avec votre groupe d'experts et votre smartphone 4G. Tout de suite en temps direct, voir, je dirais, le train d'atterrissage sous toutes ses coutures, faire des zooms ou autres. Et ça c'est possible dès la 4G. À nouveau, parce qu'on est en mesure de garantir la bande passante. Le network slicing, comme le disait Sergio, garantira ça également sur la 5G. Mais donc, du coup, on n'est pas forcément sur un horizon de temps qui est, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Sur la pénétration de la 5G dans tout l'écosystème, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, au sens où il faut qu'il y ait des équipements en nombre suffisant, comme vous le disiez, en cœur de réseau, mais aussi les terminaux que tout un chacun a dans les mains, et des terminaux qui soient adaptés aux usages qu'on a sur un aéroport, donc durcis et capable juste d'appuyer sur l'écran avec des gants. C'est aussi bête que ça, mais en hiver, et il fait froid, il y a des gens qui sont dehors, qui travaillent, qui ont besoin d'appuyer sur des touches. Et donc ça, ce sont des choses qui seront permises très prochainement. Sergio ? Oui, absolument. Et parlons un peu peut-être d'expérience pratique. Ce qui est clair, on opère dans 200 pays dans le monde, on voit qu'il y a un appétit pour se préparer à cette technologie. De manière générale, et aussi le contexte Covid, je pense, est un accélérateur de ça. En fait, le Covid s'est révélé être un agent de digitalisation particulièrement efficace dans tous nos métiers et en particulier dans notre métier de aéronautique. Et donc, on voit des aéroports, des compagnies aériennes qui se préparent, qui peut-être font de la 4G+, dans un premier temps, avec des réseaux privés, et se préparent à migrer le moment venu. Et d'ailleurs, à l'aéroport Charles de Gaulle, avec ADP, vous-même, vous le faites, Guillaume. On le voit aussi à l'étranger. Et cet appétit est porté par la volonté d'être prêt progressivement à d'abord améliorer de manière significative la productivité et l'efficacité en aéroport, ensuite à améliorer l'expérience du passager. Et ce sont ces deux clés qui sont, je dirais, les leviers attendus par les utilisateurs partout dans le monde, dans les aéroports, par les décideurs dans les aéroports pour aller de l'avant. Si on prend l'exemple de l'aéroport d'Helsinki, eux, ils se sont préparés à la 5G, ils ont déployé un premier réseau et ils font des tests, par exemple, de robots qui sont capables de se déplacer de manière autonome dans l'aéroport, de vérifier la distanciation sociale, qui sont capables d'envoyer des vidéos 4K, donc assez riches, aux opérateurs de l'aéroport permettant d'anticiper des situations. Ce sont ces éléments qui sont les tests aujourd'hui, mais il faudra un peu de temps pour l'implémenter et il faudra une progressivité. Je pense qu'on apprendra à utiliser la technologie de plus en plus en fonction de cas qui seront découverts grâce aux apports en termes d'offres de cette technologie. Et je pense que Sergio a mentionné quelque chose aussi qui est essentiel, c'est qu'on a un standard, c'est-à-dire que tous les aéroports peuvent déployer ce standard. Et donc, du coup, les métiers aéroportuaires... C'est un standard mondial. Ouais. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi une grosse avancée parce que votre avion, avec son modem 5G, il pourra aussi bien se connecter à Helsinki qu'à Paris, qu'à Madrid. Et donc, du coup, ça, dans la dimension mondiale des opérations de n'importe quelle compagnie aérienne, de la CITA et autres, c'est essentiel que d'avoir, dès le départ, des standards qui soient mis en place. Alors, je rebondis un peu sur ce que vous disiez, Sergio, mais est-ce que la crise du Covid-19, la crise sanitaire et la crise économique que ça a engendré, notamment pour l'aérien, pousse les acteurs
à davantage utiliser la technologie, soit pour faire des économies, soit pour améliorer leur process ou l'expérience passager dont vous parliez au début, pour qu'il y ait le moins de contact physique possible et qu'on préserve cette distanciation sociale. Oui, je pense qu'on a tous vécu, et en particulier dans notre secteur, la crise du coronavirus comme un changement d'époque. Nous, on le compare à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, où beaucoup de process ont changé en termes de sécurité physique suite à ce terrible événement. Clairement, notre industrie est en train de subir une crise qui est inattendue et qui est d'une ampleur majeure. Lorsqu'on voit les projections vers l'avenir, on comprendra qu'il faudra quelques années pour arriver au niveau qu'on a connu en 2019 en termes de nombre de passagers. Mais je pense que cette crise est autant une menace qu'une opportunité et que cette crise amène des opportunités de digitalisation, des opportunités de changement de mode de fonctionnement. Des choses qui paraissaient impossibles avant sont maintenant considérées comme possibles, comme par exemple le fait d'exploiter les données vidéo qui sont dans les dizaines de caméras qui sont dans un aéroport. Aujourd'hui, on comprend que c'est intelligent de les exploiter avec intelligence, avec privacy, pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure expérience passager et pour pouvoir permettre d'avoir une meilleure efficacité. On opérera de manière efficace seulement si on arrive à réduire les coûts de gestion d'un aéroport. Et le meilleur moyen de réduire les coûts de gestion d'un aéroport, c'est d'automatiser. Deuxième élément, j'y tiens, il faut donner envie aux passagers de reprendre l'avion. Il faut donner envie aux passagers et permettre aux passagers de penser que s'ils prennent l'avion, ils ne prennent pas un risque pour soi-même. Et donc, le respect de la distanciation, le fait qu'il n'ait pas à faire des queues kilométriques, le fait qu'il voit qu'il n'est pas obligé de toucher des surfaces ou d'échanger des documents, le fait qu'il comprend qu'il peut voyager parce qu'il y a une autorisation sur son smartphone qui est liée à son état de santé, lui donneront la confiance de se rendre à nouveau dans un aéroport et de voyager. Ok ? Après, on aura cette période aussi intermédiaire où on aura des corridors de voyage qui seront ouverts, d'autres qui seront fermés. Et donc, il faudra avoir cette flexibilité que la technologie permet d'avoir. Guillaume, à ce sujet, est-ce que vous constatez que les acteurs au sens large, mais de l'aérien, sont davantage intéressés, en tout cas par les différentes technologies que vous pouvez déployer pour justement améliorer l'expérience voyageur, la sécuriser ou tout simplement faire des économies dans un contexte de crise économique? Incontestablement, je pense que la priorité pour toute l'industrie, c'est vraiment de rétablir la confiance. Ça a été très bien dit par Sergio. Il faut retrouver des corridors sanitaires, des confiances, un niveau de confiance qui, au départ comme à l'arrivée, rassure le passager. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ce fichu virus nous oblige à repenser pas mal de process et globalement à dématérialiser, à éviter au maximum tout ce qui est contact. Et de ce fait, les outils technologiques, oui, sont regardés avec un regard différent. On a coutume de dire, c'est vrai, pour la partie télécommunication, que souvent, et passez-moi l'expression, mais on met des gros tuyaux à disposition du grand public, des entreprises, et que les usages viennent après. On invente des nouvelles manières de remplir ces tuyaux. Et je reste persuadé que quand bien même il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour imaginer ce parcours un peu dématérialisé du passager, on a encore plein de nouvelles frontières à conquérir. Sergio mentionnait tout à l'heure la biométrie. Je pense que c'est un usage qui matérialise bien le besoin de tuyaux qu'on va avoir et qui, si j'ose dire, de tuyaux sécurisés. C'est-à-dire que faire en sorte que toutes les données de votre visage, qui sont quand même des données assez riches, puissent être transmises quand vous passez la porte de l'aéroport à un premier moment, puissent vous accompagner chaque fois que vous passez la police, la frontière, une autre porte. Ça, c'est un véritable challenge. Là aussi, on a besoin du temps réel. Faire en sorte que votre visage, dès le moment où vous rentrez, mettez le pied dans l'aéroport, soit associé avec votre nom et qu'ensuite il soit transmis de manière bien évidemment sécurisée,
Hors de question, là aussi, d'avoir Guillaume qui pirate le visage de Sergio et qui passe à sa place. Vous voyez, vous mesurez les enjeux qui d'ailleurs sont du ressort du ministère de l'Intérieur en France. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et derrière, de s'assurer, et ça joue aussi dans la confiance, de rassurer le passager pour que ces informations soient détruites dès lors que son vol est terminé. Hors de question, règlement général de protection des données personnelles oblige, et juste démocratie oblige, de conserver des données. Donc il faut s'assurer que toute la chaîne soit avec suffisamment de tuyauterie, passez-moi l'expression à nouveau, suffisamment sécurisée, et que les process de destruction existent complètement. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Si je peux me permettre, Guillaume, vous abordez un point très important. La confiance du passager, c'est aussi la confiance dans le fait que ces données sont conservées juste le temps de l'opération de voyage et que tous les critères de confidentialité soient protégés plus tard. Ce que nous faisons absolument et ce qu'il faut continuer à faire et expliquer. Et après, la confiance, c'est aussi dans le fait de se dire qu'en évoluant dans un contexte 5G, il n'y a pas de risque physique. Et donc, il y a beaucoup d'explications et d'éducation vis-à-vis du passager et vis-à-vis du consommateur au sens large pour dire c'est une technologie de plus. Nous en maîtrisons les modalités de mise à disposition. Et elle apporte un service et une valeur ajoutée qui permettront de faire un saut de productivité dans l'avenir, comme d'autres technologies. Et encore une fois, on parlait, en préparant cet entretien, de lorsque le smartphone est arrivé, on n'imaginait pas toutes les utilisations possibles que le smartphone aurait quelques années plus tard. Il en va de même lorsqu'on met en place une technologie aussi disruptive que la 5G. On imagine les cas d'usage, il y en aura certainement d'autres qu'on n'imagine pas, peut-être pas aujourd'hui, et qui auront autant d'avantages pour évoluer dans notre industrie. Et pour vous citer un exemple, je pense qui n'est pas du très très long terme, qui est plus peut-être du moyen terme, on a beaucoup parlé de l'utilisation de la 5G pour les véhicules autonomes. Donc votre voiture complètement conduite de manière autonome parce qu'elle communique avec le sol sur l'autoroute. On peut tout à fait avoir la même chose sur le tarmac des aéroports où vous avez beaucoup de véhicules très très différents. Les avions en sont un. Vous avez tous les véhicules de service qui viennent opérer tout autour. Vous avez bien évidemment, quand il y a un incident majeur, des camions de pompiers qui déboulent à plus de 150 km/h, qui sont quasiment des Formule 1 avec des accélérations incroyables. Et vous avez besoin de contrôler tout ce balai, de le sécuriser. Et c'est vrai qu'avoir tous ces véhicules qui communiquent avec le sol et qui soient capables de se croiser quasiment à 1 mètre de distance, non pas par la virtuosité des pilotes, mais parce qu'ils sont conduits de manière autonome, ça c'est un plus qui est largement, qui sera possible et qui sera là aussi du moyen terme, sans doute, comme votre voiture autonome. Qui permet de faire baisser les coûts des aéroports aussi. Qui permet d'augmenter le niveau de sécurisation, ça c'est incontestable, et qui permet également, vous avez raison, d'augmenter l'utilisation des infrastructures. Sur une même empreinte, on peut, sur un même point de parking, on sera capable effectivement d'enchaîner plus rapidement les opérations, et de ce point de vue-là, effectivement, de faire baisser les coûts. Mais après, vous avez également plein d'autres utilisations qui permettront aussi et qui bénéficieront à l'environnement. Vous êtes capable aussi de contrôler la vitesse de chaque véhicule pour vous assurer qu'on est bien à la plus petite consommation si c'est d'essence, mais encore mieux, l'électrification de tous les véhicules, là aussi c'est un horizon qui est relativement court. Donc mesurer la charge de chacune des batteries, optimiser le balai des véhicules en fonction de leur batterie, ça c'est quelque chose qui sera rendu possible une fois qu'on aura effectivement connecté en temps réel tout ce tarmac. Alors, on aborde deux points très importants. Le critère d'économie d'énergie et donc de sustainability, ça c'est fondamental parce que en ayant la richesse des données, on est même capable d'optimiser les processus de décollage et d'atterrissage d'un avion en ayant des économies à 2 chiffres de l'utilisation du carburant sur ces phases-là. En ayant une optimisation fine avec des objets interconnectés de chaque machine de service dans un aéroport, de l'escalator à l'ascenseur, au bus, on est capable aussi d'avoir une optimisation de l'utilisation d'énergie.
Dernier élément, je voudrais revenir sur le passager, l'expérience passager. Lorsqu'on interroge des passagers partout dans le monde et on leur dit quel est le moment que vous aimez le moins dans un voyage en avion, c'est lorsqu'ils sont dans l'aéroport parce qu'ils ont un niveau de stress. Vous me direz, c'est la même chose dans un voyage en train. Le moment le plus stressant, c'est que quand vous êtes dans la gare, vous n'êtes pas sûr d'arriver à temps, vous n'êtes pas sûr d'aller sur le quai qui est le bon et vous voulez vous assurer que tout marche bien. Bon, de la même manière, dans un aéroport, si on veut rendre l'aéroport aussi séduisant que possible, on doit aider le passager, lui donner le contrôle de son voyage. Je parlais de la télécommande du voyageur qui est le smartphone, lui donner l'information dont il a besoin, une information contextuelle, riche en contenu, qui lui permette d'avoir une expérience la plus soft possible. Et ça, c'est ce que la technologie et la 5G en particulier pourront permettre d'apporter et pour rendre donc ce voyage le plus agréable possible. C'est quand même un élément important pour remettre les pieds dans un aéroport. Alors, là, on en parlait aussi en préparant cette table ronde, mais là où il y a un changement peut-être de paradigme, c'est que de plus en plus, en fait, le voyage débutera avant d'arriver à l'aéroport. On effectuera ces tests en amont. Enfin, il y aura toute une procédure à suivre qui fera que ça sera plus simple et plus sécurisant pour le voyageur. Est-ce que vous pouvez, vous travailler sur ce type de solution? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument, vous avez raison. En fait, on travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est que le voyage et la préparation du voyage doit être faite avant d'arriver en aéroport. Donc, quelque part, l'aéroport doit commencer avant l'aéroport. Le deuxième axe, c'est que l'expérience dans l'aéroport doit être la plus fluide possible. Et le troisième axe sur lequel on travaille, c'est que lorsqu'on arrive à destination, le passager est connu et sa sortie de l'aéroport est la plus fluide possible. Donc, de nos jours, et de plus en plus, on a pris l'habitude de s'enregistrer sur son smartphone avant de prendre l'avion. On prendra l'habitude d'avoir l'autorisation à voyager, qui est ce qu'on appelle en anglais Health Electronic Travel Authorization, qui, suivant les corridors, suivant votre parcours, suivant votre vaccin, le jour où il y aura un vaccin, ou votre test, donnera l'autorisation à partir. De la même manière qu'on donne une autorisation à partir parce qu'on a vérifié votre identité lorsque vous allez aux États-Unis, par exemple, il y aura une vérification qui est plus importante du fait que vous avez l'autorisation de prendre votre avion, ce qui permettra de ne pas vous amener à l'aéroport pour découvrir que vous ne pouvez pas voyager. Okay. De la même manière, on peut très bien imaginer que vous enregistriez votre bagage à l'avance, soit sur des bornes autour de l'aéroport. Donc vraiment, commencer le voyage le plus tôt possible. L'aéroport commence avant l'aéroport. Et donc, un des éléments, c'est, vous parliez de standards, c'est de construire des standards qui soient communs. L'Europe travaille sur des standards de Entry-Exit Visa et on aide dans ces initiatives. L'idée, c'est qu'il faut plus de coopération et plus de technologie. La coopération, c'est pour avoir des standards communs, pour qu'on parle le même langage. Et donc tout ça contribue à la volonté de faire en sorte qu'on arrive dans l'aéroport en étant prêt à voyager. Ça fera une grande différence. Alors, on a beaucoup parlé des usages. Quelles sont les difficultés et les freins liés à la mise en place de ces nouveaux usages numériques avec la 5G ou avec d'autres technos? À quelles difficultés aujourd'hui vous êtes confrontés, Guillaume? Alors, déjà, je pense que c'est un peu plus général. Il y a une vague de doute et de scepticisme face au progrès qui traverse la France et d'autres démocraties. Je pense que donc de ce point de vue-là, on fait face aux mêmes craintes, aux mêmes angoisses et aux mêmes théories complotistes, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat. Donc déjà beaucoup de pédagogie, sans cesse redire que les fréquences qui sont utilisées
utilisés pour les technologies 3G, 4G, 5G sont très proches, qu'il y a maintenant plus de 30 années de recul, y compris avec des utilisations massives. Je me souviens, dès la fin des années 90, vous aviez déjà de nombreuses personnes qui passaient des heures au téléphone, ceux qui n'avaient pas pour le coup leur petit casque. Donc il y a un recul qui est là, et sans cesse réexpliquer, revenir à la base. Ces fréquences sont utilisées pour la 5G par exemple, par d'autres technologies avant. Pour autant, il n'y a pas eu de sujet. Donc ça, je pense que c'est très important. Et on a la chance en Europe d'avoir un cadre sanitaire et réglementaire plus généralement qui justement prend en considération tout ça. Depuis de nombreuses années, les opérateurs grand public ont des périmètres autour des écoles sur lesquels ils ne doivent pas installer d'antennes. Donc le principe de précaution a été largement déployé. Donc ça, je pense qu'il y a un premier aspect sur la santé qui a à prendre en compte, et toute l'industrie doit expliquer et apporter des faits. Le deuxième frein, c'est que qu'on le veuille ou non, on est tous excités par la nouveauté, par la technologie, mais on a quand même des cycles qui sont assez longs. Donc c'est pas véritablement un frein, mais c'est plus une certaine. Il faut avoir conscience de la lenteur de diffusion. Si on reprend l'exemple juste de la technologie 4G, pour le cas de la France, les licences ont été octroyées en 2011. La technologie 4G avait été standardisée par les organismes internationaux fin des années entre 2005 et 2010. La pénétration massive du parc grand public par des terminaux 4G, c'est seulement aujourd'hui. On est à 80% de pénétration des terminaux 4G. Donc vous voyez, on est quand même sur des cycles qui sont assez longs. Il y a beaucoup d'usages à inventer. Ce n'est pas à proprement parler un frein, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le dernier point, et j'en finirai là, c'est véritablement sur la mise en place de tous les mécanismes de sécurité, ce coup-ci, pour s'assurer que chaque élément du réseau, toutes les mesures de défense ont été prises et qu'il est impénétrable, ou en tout cas qu'il est bien défendu contre les attaques potentielles. Et c'est vrai que le milieu aérien, à juste titre, est très préoccupé par la sécurité, qu'elle soit physique ou maintenant qu'elle soit de plus en plus cyber. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Sergio, à ce sujet. Je partage tout à fait ce que Guillaume a dit. Premier élément, il y a beaucoup d'explications, de communication à faire pour rassurer le consommateur et aussi pour apporter la preuve, la démonstration que sa sécurité physique, la sécurité de ses données sont respectées. De la même manière que quand on prend un avion, on a confiance à monter dans un avion pour le voyage. Il faut qu'ils aient le même niveau de confiance à permettre que ces technologies soient utilisées. Donc il y a beaucoup d'explications à faire. Le deuxième élément, c'est sur la cybersécurité. Lorsqu'on aura un monde qui sera vraiment, qui utilisera jusqu'à son potentiel la 5G, nous aurons un monde qui sera beaucoup plus interconnecté. Et sur un périmètre petit, on aura des dizaines de milliers d'objets qui communiqueront entre eux. Il est fondamental de garantir que la cybersécurité soit assurée. Et je pense que c'est absolument le cas, mais c'est un élément à prendre en compte. Je rajouterai un dernier élément en ces temps difficiles, c'est les retours sur investissement. Et là, comme toujours, je crois que quelle que soit la technologie, même il y a 30 ans, avant de prendre une technologie et la mettre en œuvre, le retour sur investissement n'était jamais très, très clair. On peut construire des business cases, des business plans, mais il n'est jamais très, très clair. On l'imagine. Donc, il est aussi fondamental dans les plans d'investissement des entreprises d'intégrer une évolution à moyen terme qui sera portée par cette 5G et de l'intégrer dans un contexte économique qui n'a plus rien à voir avec celui de l'année dernière. Et donc de faire en sorte aussi que la valeur apportée par cette technologie soit visible assez rapidement. D'où la nécessité de travailler sur des use cases, sur des cas d'usage qui est le bon niveau de maturité.
Merci. Guillaume, je reviens sur quelque chose de très terre-à-terre que vous avez commencé à évoquer précédemment, mais il y a aussi le souci en matière de 5G de pouvoir disposer de terminaux. Aujourd'hui, il en existe peu, ils sont sans doute assez chers. Il faut aussi qu'il y ait une certaine maturité de l'écosystème économique pour qu'on puisse utiliser par exemple de nouveaux terminaux et les déployer massivement auprès des différents acteurs. Et j'ajoute, il y a aussi un problème qu'il peut y avoir quand on utilise différentes technologies. Est-ce que ces différentes technos n'interfèrent pas les unes envers les autres? Avec la 5G, on voit poindre des soucis, notamment d'interférence dans les aéroports entre certaines fréquences et puis les avions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, sur les terminaux, et à nouveau pour des usages professionnels, je reviens sur mon bagagiste, hors de question, effectivement, pour les raisons économiques que Sergio a mentionnées, de mettre, on ne peut pas se permettre de mettre dans les mains de chaque bagagiste un terminal qui vaut entre 500 et 1000 euros. Donc la dimension économique est incontournable. On a la chance d'être sur des industries d'échelle, et donc on sait que ces prix baisseront. Deuxième aspect, il est très, très terre à terre, c'est à nouveau, on est face à des opérationnels qui sont dehors, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, et donc il y a véritablement un sujet aussi de durée de batterie, de durcissement du terminal, faire en sorte, comme dans mon oncle de Nicolas Hulot, de Monsieur Hulot, que la carafe rebondisse. Il faut que le terminal, on puisse le laisser tomber de 2 mètres et qu'il se brise pas. Et enfin, il y a mon fameux bouton pour pousser qui est nécessaire là aussi. Donc ça, aujourd'hui, c'est une ergonomie des coûts qu'on a sur des terminaux 4G et qui viendront sur les terminaux 5G vraisemblablement d'ici 5 à 7 ans. Après, c'est vrai que vous avez pointé du doigt un point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une multitude de technologies, certaines très datées, comme notre fameux Talkie-Walkie, qui a quand même 30 ans. Et on a là aussi des opérationnels sur les aéroports qui ressemblent un petit peu à des Robocop. C'est-à-dire qu'ils ont leur fameux Talkie-Walkie, ils ont éventuellement un téléphone sans fil DECT, une ligne fixe, ils ont leur smartphone personnel, voire professionnel, et de temps en temps une tablette ou un lecteur de code barre, un lecteur RFID. Et donc du coup, il y a une vraie valeur à unifier, et qui n'est pas seulement une valeur d'usage, mais qui est aussi une valeur économique, à unifier tout ça sur un seul terminal. Et donc ça nous renvoie aux questions de il faut que j'ai suffisamment de bande passante, et puis des aspects très, très bêtes comme il faut que j'ai suffisamment de batterie, et que ça puisse passer de main en main. Donc ça effectivement, horizon de temps plutôt en 5G, 5 à 7 ans, et dès aujourd'hui en 4G. Après, c'est vrai que il y a des questions qui sont abordées par l'industrie et des télécommunications et du secteur aérien sur d'éventuelles perturbations entre systèmes électroniques. En l'occurrence, sur les fréquences 5G qui ont été octroyées en France pour les opérateurs grand public, entre 3,4 et 3,8 GHz, il y a un soupçon de perturbation des altimètres des avions. Donc ça, c'est pas un phénomène qui est propre à la France, à nouveau, puisque c'est un standard avec des fréquences identiques qui sont utilisées dans pas mal de pays du monde. Et donc là, il y a des études assez pointues qui seront sans doute menées dans les prochaines semaines. Si véritablement le risque, ou le doute en tout cas, est avéré, il y aura sans doute des moratoires qui pourront être pris. Voilà, c'est un sujet qui est à suivre. Je rappellerai juste qu'au moment de l'introduction de la 3G, donc sur des bandes de fréquences un petit peu différentes, il y avait eu les mêmes doutes. Au moment de l'introduction de la 4G, il y avait eu également des doutes, notamment avec la télévision numérique terrestre à l'époque. Donc c'est des choses, des mécanismes de cohabitation, d'interférence et plus généralement électromagnétiques auxquels les industries sont habituées de nombreuses années. C'est vrai, depuis de nombreuses années. C'est vrai que les exigences de sécurité du milieu aérien font que ces sujets-là sont regardés avec une attention toute particulière. Mais quand vous songez à la puissance d'émission d'un radar sur un aéroport, voilà, il y a de l'expérience cumulée sur ce sujet-là, donc je suis assez confiant. D'accord.
Sergio, il y a un point aussi qui, à vos yeux, est très important lorsqu'on déploie de nouvelles technologies et de nouveaux usages, comme ceux liés à la 5G, c'est qu'il puisse y avoir, en fait, pour bâtir ces normes, ces nouveaux standards, une collaboration accrue entre tous les différents acteurs, que ce soit les gouvernements, différentes institutions, les industriels, et c'est pas toujours simple à mettre tout le monde autour de la table et surtout à ce que tout le monde soit d'accord. Est-ce que dans le contexte de crise sanitaire et d'impératif d'utiliser la technologie pour améliorer les différents process, est-ce que ça sera peut-être plus facile de réunir tout le monde et de déployer plus rapidement certaines technos ou pas ? Alors, vous soulevez un point important, hein. On faisait allusion à la collaboration qui est nécessaire. On parlait avec Guillaume de l'écosystème autour de l'aéroport. Dans un aéroport, il y a des dizaines d'opérateurs qui doivent travailler ensemble de manière quotidienne, avec des volumes très importants. Les agences gouvernementales, les compagnies aériennes, les opérateurs d'aéroports, les distributeurs, les boutiques. Donc il y a vraiment un écosystème qui vit et le passager passe sans s'en rendre compte, et son bagage aussi, sans s'en rendre compte, au travers... en fait, il passe de la main à la main au travers d'un nombre très important, des dizaines d'entreprises et d'opérateurs différents. Ça, dans un aéroport. Ensuite, si le voyage comporte plusieurs escales, vous imaginez, lui et son bagage, le nombre de passages qu'il fait. Donc, c'est nécessaire et fondamental d'avoir une collaboration. Okay ? Je pense que notre industrie a été très bonne dans la création de standards communs et de collaboration. Notre entreprise CITA a été fondée 70 ans sur cette idée de partage de plateformes communes. Aujourd'hui, je crois que la menace du Covid, la menace qui est portée par la baisse du trafic, amène à un intérêt encore supplémentaire à partager les développements, à partager avec intelligence les données et à faire en sorte que cette collaboration reprenne un nouvel élan. Alors, on le voit, quand je faisais allusion au fait que des choses qui paraissaient impossibles sont maintenant considérées possibles, on le voit aussi dans le domaine de la collaboration entre différentes compagnies aériennes, entre compagnies aériennes et aéroports. Et je pense qu'on a tous à gagner dans le fait de créer des standards communs, de permettre que, avec intelligence, les données soient partagées et ne serait-ce qu'entre les constructeurs aéronautiques et les compagnies aériennes, il y a des enjeux formidables, ne serait-ce que là-dessus. Et je crois que ça va continuer et que notre industrie restera assez avec un niveau d'anticipation important sur cette capacité à travailler de concert. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci.